18 janvier 1963. Le couvent interdit se devinait à peine. La nuit hivernale régnait depuis longtemps sur la campagne. Une brume glacée rampait sur le sol. Les trois fillettes se tenaient devant le portail rouillé recouvert de ronces. Leur père travaillait pour la gare du village et rapportait souvent à la maison des lampes de contrôleur à réparer. Elles en avaient toutes pris une cette nuit-là, sans autorisation, évidemment. « Allez, venez, lança Amélia. On n'en a que pour quelques minutes. On récupère un objet à l'intérieur et on part. » L'aînée de 10 ans en paraissait facilement 2 de plus tant elle était grande pour son âge. Gladys, qui avait 2 ans de moins qu'elle, était plus ronde et ne quittait jamais sa salopette qu'elle portait en toutes circonstances. Elle accompagnait volontairement Amélia dans toutes ses aventures. Les deux sœurs partageaient une passion pour les histoires effrayantes et la construction de cabanes sur le terrain de leur maison. Denise, elle, avait toujours été plus discrète et plus fluette que ses sœurs aînées. Elle parlait peu et jamais pour ne rien dire, comme l'exprimait sa mère lorsque certains s'inquiétaient de la différence de tempérament entre les 3 sœurs. Malgré tout, elle espérait se rapprocher des 2 autres et partager la relation si forte qui les liait. Aussi avait-elle suivi Amélia et Gladys ce soir-là, malgré le mauvais pressentiment qui lui enserrait le ventre. Bonjour, bienvenue par ici, merci à toi de passer dans le coin. Comme tu peux le remarquer, il y a beaucoup de lumière puisque j'ai ouvert les volets et que à présent dans notre système solaire il y a entre 2 et 400 milliards d'étoiles. Il fait chaud. Aujourd'hui je continue de te parler d'un roman que j'ai inclus dans le challenge à vos livres et que j'ai mis dans le défi Somewhere Over the Rainbow, lire une œuvre LGBTQIA+, et il s'agit de Vous êtes cordialement invité de Le Couvent des Pascalines, qui est la suite de Vous êtes cordialement invité, dont je t'avais déjà parlé sur cette chaîne. Alors, il ne s'agit pas d'une histoire ayant pour thème central une orientation sexuelle ou une orientation de genre. Cette œuvre offre un personnage homosexuel et lui offre la seule place qu'il est acceptable à mes yeux d'offrir à un personnage homosexuel, c'est-à-dire une normalisation totale et complète. Je fais partie de ces personnes pour qui l'orientation sexuelle est un non-sujet total, et je le vis très bien. D'après le Muséum national d'histoire naturelle, l'homosexualité a été observée chez plus de 1500 espèces animales, des girafes, des lions, toutes sortes d'oiseaux, de primates et j'en passe. Une preuve, s'il en fallait une, que tous ceux qui prétendent que ces relations sont contre nature n'y connaissent absolument rien à la nature, et que l'idée d'une hétérosexualité naturelle ne repose sur aucun fondement scientifique. Et pourtant, l'homme est le seul être vivant de tout le règne animal, sans aucune exception, qui a légiféré là-dessus. Étonnant, n'est-ce pas, quand on sait que beaucoup voient en l'homme la forme la plus évoluée d'organisme sur Terre. Bref, ce livre est paru en 2024 et c'est de l'impression à la demande Amazon. Donc si tu le commandes sur Amazon, à la fin il y aura marqué Printed in France by Amazon. Et si tu l'achètes à la Fnac, ce sera marqué Bookelis. Je sais qu'il y a des débats là-dessus, je sais qu'il y a des éditeurs que ça désole, car ils considèrent que cela peut permettre à des auteurs sans talent de vendre des livres mal édités, car oui, éditeur, c'est un vrai métier, avec un vrai savoir-faire et une vraie plus-value. Et ils ont parfois raison, mais là, clairement, ce n'est pas le cas. Alex Sol a du talent et on sent parfaitement l'investissement qu'elle a placé dans ses livres, car hormis quelques défauts de mise en page où une ligne se retrouve toute seule sur la page d'après, franchement on s'en fout,
C'est très bien fait et c'est très agréable à lire, le tout pour un total de 460 pages. Alex Solle est une autrice française spécialisée dans les genres de la science-fiction, du fantastique, de la fantasy et du thriller. Née en 1989, la meilleure année, à Montauban, dans le sud de la France, elle a vécu à Toulouse, puis à Paris, avant de s'installer à Montréal pendant 2 ans. Depuis juillet 2021, elle est de retour à Toulouse, où elle se consacre pleinement à l'écriture. La question se pose. Est-il possible de lire « Vous êtes cordialement invité » de Le Couvent des Pascalines sans avoir lu le premier « Vous êtes cordialement invité » ? Et très clairement, non. Oublie l'idée. Il va te manquer tellement de choses que tu ne vas rien comprendre. Mais alors, rien du tout. À noter l'existence d'un autre roman de l'autrice titré Le Couvent des Pascalines, Les Accoucheuses, sorti en 2022. Faut-il le lire? Non. Ce n'est pas obligatoire, mais c'est mieux et l'autrice recommande de le lire entre le premier et le deuxième tome de Vous êtes cordialement invité, tout simplement parce que les événements dans Vous êtes cordialement invité 2 se passent dans le même lieu géographique que le couvent des Pascalines, les accoucheuses, juste ça se passe 150 ans plus tard. Il y a donc certainement des clins d'œil que j'ai ratés car je n'ai pas lu le couvent des Pascalines, mais un jour viendra, qui sait, c'est le bordel, hein. Par une nuit glaciale de janvier 1963, 3 sœurs, Amélia, Gladys et Denise, bravent l'interdit et s'aventurent dans le couvent abandonné des Pascalines. Amélia, l'aînée intrépide, est déterminée à prouver son courage à ses camarades d'école en rapportant un objet de cette enceinte réputée maudite. Gladys, sa complice inséparable, la suit avec enthousiasme, tandis que Denise, plus réservée et inquiète, hésite à franchir le portail recouvert de ronces. Pourtant, le désir d'être acceptée par ses sœurs l'emporte sur sa peur, et elle décide de les accompagner malgré le frisson d'angoisse qui lui serre le ventre. Elle découvre la silhouette imposante du couvent, dont les murs rongés par le temps semblent murmurer des avertissements silencieux. Des courants d'air inexpliqués et une odeur de renfermé chargée d'humidité ajoutent à l'atmosphère lugubre de ce lieu. Elle tombe sur une porte entr'ouverte menant à une pièce plongée dans une obscurité plus épaisse encore que le reste du bâtiment. Ce qu'elle découvre alors dépasse tout ce qu'elles avaient imaginé. Une présence semble hanter les lieux, une ombre, jouant avec leur perception et leur courage. Leur simple défi nocturne se transforme en une confrontation terrifiante avec l'inconnu, et la frontière entre le réel et l'imaginaire se brouille dangereusement. L'heure n'est plus à la bravade. Il leur faut fuir. Mais ont-elles seulement le choix? Nous sommes maintenant en 2023 et une certaine Nina a acquis le couvent désacralisé et se lance dans le projet d'une vie. Le rénover pour en faire un lieu ouvert au public, où pourront être célébrés les plus beaux mariages, entre autres choses. Son but est de transformer cette vieille bâtisse en un business rentable. Mais il semblerait bien que les travaux aient eu pour conséquence de réveiller quelque chose qui sommeillait en ce lieu depuis bien longtemps. Je le répète encore une fois, si ton plan est de lire « Vous êtes cordialement invité » 2 avant de lire « Vous êtes cordialement invité », c'est un très mauvais plan. Il va te manquer un paquet d'informations pour comprendre l'histoire et très clairement tu vas passer à côté. L'exercice est un peu délicat de mon côté car je dois te parler de ce deuxième opus sans te spoiler le premier. C'est pourquoi, sur certains détails, je resterai plutôt flou. J'ai l'impression que l'autrice a voulu inclure certains éléments de dénonciation de notre époque sans en faire non plus un roman engagé, car c'est avant tout une œuvre de divertissement. C'est donc l'occasion pour l'autrice d'aborder le sujet des abus imposés par certains hommes ayant du pouvoir, comme par exemple obtenir des faveurs sexuelles. Dans cette liste, tu peux y placer les Harvey Weinstein et PPDA et autres personnages et compagnie. Et il y a un personnage de ce roman qui termine exactement comme il le mérite, et j'ai trouvé ça plutôt kiffant. J'étais un peu, bien fait pour sa gueule. Autre sujet à aborder, alors autant dans le premier l'homosexualité du personnage n'avait absolument aucune
incidence sur rien. Mais dans celui-ci, ça se passe dans un ancien couvent. Un ancien couvent, religion. Religion et homosexualité. Tu vois le truc venir? On retrouve donc ce fameux extrait du Lévitique. Tu ne coucheras pas avec un homme comme on couche avec une femme, c'est une abomination. Oui, voilà, hein, on y a droit. Alors, ça n'en fait pas une histoire anticléricale, mais ça expose néanmoins le problème de ceux qui se réfugient derrière des lois et des préceptes religieux pour justifier leur discrimination. Je rappelle que dans ce même texte lévitique, il est interdit de consommer du porc. Donc fini les chipolatas. Comme quoi certains ont l'indignation très sélective. Cette histoire d'amour gay, elle est différente du premier tome pour une raison que je ne peux pas évoquer, mais elle est absolument magnifique. Elle est très très belle et pourtant, ironiquement, elle est un peu triste. Ça n'est pas une relation amoureuse banale, loin de là. On retrouve deux personnages du premier tome, ainsi qu'une ribambelle de nouveaux, et l'action se déroule sur 3 époques. Il y a 150 ans, mais aussi en 1963, et pour terminer, notre époque moderne 2023. Les chapitres alternent entre ces 3 époques, où chacune d'entre elles est la source de rouages qui finiront par s'assembler pour former un mécanisme complexe et extrêmement ambitieux. Clairement, à la fin, ce que tu as, c'est une Rolex. C'est encore une fois l'aspect qui m'a le plus surpris et que j'ai le plus apprécié, c'est que cette histoire n'a rien de simple. Si tu peux craindre une histoire de fantôme assez classique, finalement il n'en est rien, et les éléments et événements présents dans cette histoire sont à la fois complexes et pleins de rebondissements. C'est absolument jouissif de découvrir cette histoire au fil des pages. L'action est présente tout du long. On ne perd pas de temps dans une présentation fastidieuse. Ça attaque et ça attaque fort. Truc vachement bien. Les défauts que j'ai relevés dans le premier ont été gommés. J'avais mentionné une structure des dialogues difficile à suivre et je n'ai pas eu ce ressenti pendant la lecture du 2e tome. J'avais mentionné un gros pâté de textes difficiles à digérer dans le premier qui te présentait l'histoire du lieu. Là aussi, l'histoire du lieu est décrite, mais c'est dilué dans la narration et tout est fluide. Je n'ai pas ce ressenti. Prenez vos cahiers, c'est le moment cours d'histoire. Le seul défaut que j'ai trouvé exaspérant, c'est un aspect « je sais tout et je devine tout bien comme il faut, tout du premier coup » de la part de l'un des personnages, et de toujours le même. Je comprends qu'il soit nécessaire que les personnages comprennent l'histoire du lieu et les événements qui s'y sont déroulés pour s'en sortir. Mais toujours le même, toujours à partir de 3 fois rien, et pourtant systématiquement dans le 1000, ça finit par être exaspérant. Ça ne m'a pas empêché d'adorer cette lecture, parce que il y a tout le reste. Je le dis souvent, quand je lis une histoire d'esprit et de lieux hantés, personnellement, je ne crois en rien. Je ne crois pas aux esprits, je ne crois pas au paranormal, je ne crois pas aux énergies. Et sais-tu ce qui a changé depuis la dernière fois? Absolument rien. Mais ce genre de bouquin, voilà, c'est l'occasion pour moi de jouer à faire semblant d'y croire. Et il y a eu des passages, honnêtement, je n'en menais pas large. Ce récit est tellement immersif et captivant que parfois, un petit frisson quand même. Ça m'a rappelé ma première lecture de Shining, d'un certain Stephen King, dont je me souviens comme ma première fois où j'ai véritablement eu peur en lisant. Ce que j'adore, c'est la capacité de l'autrice à faire en sorte que les choses tournent mal. C'est quelque chose qui peut être rédhibitoire pour certains, et moi je trouve ça tellement génial. C'était déjà le cas dans le premier, et ça continue dans celui-ci. Parfois, l'histoire prend une tournure dramatique, et c'est irréversible. J'aime quand ça ne fait pas semblant, j'aime être chamboulé, et je trouve ça même courageux. L'autrice prend le risque de te décevoir, j'y adhère sans réserve. Mais également l'ambiance, cette atmosphère lugubre où tu te sens enfermé et pris au piège dans cet ancien couvent et où les ombres rôdent tout autour de toi, franchement ça rend bien.
Autre chose que j'ai relevé, tu sais, aujourd'hui on parle beaucoup d'inclusion. C'est bien sûr une avancée sociale, reste encore à ce que ça soit bien fait. Ce roman te présente deux personnages handicapés, je ne vais pas te dire lesquels ni ce qu'ils ont, et leur handicap est mis à contribution au service de l'histoire. Donc oui, c'est inclusif, et en plus c'est bien fait. Ils ne sont jamais laissés de côté, ils ne sont pas utilisés comme des faire-valoir, mais ont un vrai rôle dans cette intrigue. Ce qui veut dire également que si tu veux lire ce livre pour le challenge lecture à vos livres cette année, dans la catégorie corps de rêve, lire une œuvre dont l'un des personnages principaux a une particularité physique, ça a fait parfaitement le job. La saga, vous êtes cordialement invités, va s'achever dans un 3e tome sorti en février 2025 et je me suis fait un petit plaisir, je me le suis offert. Voilà. Et quand je vois vous êtes cordialement invité 3, là, retour à beau nom, je suis hypé. Je suis hypé très très fort. Est-ce que je te recommande le 2e tome de Vous êtes cordialement invité par l'autrice Alex Sol, alors édition Bookelis pour la Fnac ou alors impression à la demande par Amazon. Laisse-moi consulter l'oracle. Absolument. Je te promets qu'il n'y a pas de triche. Les gens vont penser que je triche, mais je te promets que non. Quand j'écris le script, quand j'en arrive à cette phase-là, il y a marqué « Consulter l'oracle et improviser une connerie en fonction de la réponse ». Donc évidemment, oui. Mais à condition d'avoir lu le premier. Sinon, c'est même pas la peine d'essayer. Moi, ça m'a ravi de le lire, en tout cas. C'est ambitieux et immersif. Si tu aimes les histoires horrifiques de lieux hantés, je pense que tu vas passer un excellent moment. Il y a quelques idées au passé pour dénoncer certaines formes d'injustice sociale, mais ça ne prend pas non plus le pas sur l'aspect divertissement. Parce que oui, c'est avant tout une histoire pour se divertir. Et à ce titre, elle fonctionne parfaitement. Il est évident que je lirai le 3, j'hésite à le placer dans le challenge à vos livres d'ailleurs, parce qu'il rentrerait dans travers les âges lire une œuvre d'un auteur né la même année que toi, 1989. Mais le problème, c'est que si je le fais, je perds le point accordé si ma participation est en no-buy. Est-ce que j'en ai quelque chose à foutre? Pas vraiment. Je verrai bien. C'est tout pour cette fois. Mais c'est déjà pas mal. J'espère que tu as apprécié cette vidéo. Si ce n'est pas le cas, je m'en carre le cul. N'hésite pas à réagir dans les commentaires si tu le souhaites pour partager ton avis sur ce bouquin si tu l'as lu ou pour partager tout ce que tu voudras. En attendant la prochaine fois, je te souhaite une bonne soirée. Bye.